Non, ce qui est vraiment inquiétant, c'est l'évolution du parc de salles que ça implique, parce que le cinéma, c'est vraiment le microcosme de l'économie large, et puis on voit bien les clivages, les super riches, les super pauvres, c'est la même chose au cinéma. Les salles du centre-ville qui disparaissent toutes, la diversité est vraiment en danger, donc c'est d'autant plus important encore qu'il y a le ciné-club et le CAC, parce qu'il y aura beaucoup plus de choses à montrer encore. Le CAC est devant le problème il y aurait tellement de films à repêcher en première vision que est-ce qu'ils peuvent faire encore des choses du patrimoine, quoi. On est un peu là. Il y a de plus en plus de choses à choix. Il y en a des qui sont devant leurs jeux vidéo, d'autres qui sont devant l'ordi, d'autres qui sont juste sur leur portable. Le cinéma a plus le monopole peut-être qu'il avait du divertissement qu'il avait à un moment. Donc, alors là, je te rejoins totalement, c'est-à-dire que le cinéma est l'art du XXe siècle quand même. Beaucoup de gens ont beaucoup écrit là-dessus, même Guattari avait dit que la psychanalyse c'était le divan du XXe siècle. Effectivement, ça j'y crois absolument à tout ça. Mais disons, de toute manière, c'est un art qui reste avec sa spécificité, c'est une manière d'aborder le monde, et elle restera valable. Hein. C'est pas parce que les nouvelles choses apparaissent que le cinéma va être abandonné. Je veux dire, il a son rythme, et c'est important qu'il ait plus de recul. Bon, il arrive trop tard sur les grands phénomènes, peut-être, mais qu'il arrive avec des films sur la crise 12 ans après, c'est justement ce qui fait son intérêt, quoi. C'est un art qui peut digérer les choses. Bon, là tu n'es pas très godardien, parce que justement Godard dit que le cinéma n'a jamais plus rien empêché. Ah non, mais il n'empêche rien, mais il aide à réfléchir différemment que les arts de l'actualité, quoi. Et que le dictateur n'a servi à rien, et la règle du jeu encore moins, donc ça c'est là. Ce qui aussi marque la transition entre encore notre époque, si on veut, c'est que en tout cas l'université de Genève, le cinéma n'avait pas encore droit de citer dans les cours, hein, pour ainsi dire. Mais nous, on a encore fait un temps où c'était extérieur à l'université. Moi, j'ai fait ma formation de cinéphile contre l'université, d'une certaine manière. Donc j'ai eu beaucoup de peine avec l'idée, ah merde, on doit apprendre le cinéma à l'Uni maintenant. Il y a eu Straub, moi je me souviens mais je me souviens pas de ce qu'il a tellement dit, mais je me souviens du comportement de Straub qui arrive, mais qui était plutôt lié à l'ESA, peut-être, je sais pas, mais qui était venu à l'école. Oui, il y a eu la différence, parce qu'il y a un fond allemand qui disait que c'était Butchenstein, je crois, qui disait que les acteurs ne prononçaient pas bien en pédocle, enfin, comment il s'appelle, merde, Hölderlin. Et que ça avait mis foudrage Straub, qui avait dit, et puis qui avait répété, on doit dire ce texte, alors il avait son texte, je me souviens maintenant, oui, on dit ça c'était vrai que c'était un des grands moments, puis Straub se mettait, il attendait derrière la porte, savoir tout le monde qui partait, parce que le Straub, il y avait des gens qui partaient, et je me souviens, un copain m'avait dit que lui il était parti, puis il y avait Straub et son chien qui attendaient le truc, et il avait discuté de Kubrick, parce qu'il aimait beaucoup Shining, il disait qu'au moins là il y a une idée là, et puis ils avaient discuté, donc voilà. Mais c'est j'ai entendu, il y en a plein qui ont subi les regards de Straub à la sortie. Ouais. C'était ce qu'ils avaient appelé pas des terroristes, mais des théoristes. C'était voilà, il fallait subir l'écran quand même. Enfin, c'est le fameux tableau noir de Godard. À ce niveau-là, c'est vrai que c'est des cinéastes quand même qui avaient besoin de la salle, parce qu'il fallait tenir, quitte à se faire chier, quitte à s'endormir, mais il fallait rester jusqu'au bout. Ça, c'était un espace sacré où il fallait subir la messe, ou au contraire être oui. Ouais, non, mais toi, tu n'as pas été dans sortir. Mais toi, tu n'as pas. Je suis sorti à peu près du moindre film de Straub que j'ai vu. Même s'il durait 5 minutes, je suis sorti. Hein. Mais on a bien dormi dans certaines. Toi-même, on en parlait encore hier soir, que par exemple Lady from Shanghai d'Orson Welles, mais que moi je me suis plutôt endormi au CAC, je me suis endormi 3 ou 4 fois devant ce film. Moi aussi, ça doit être un film qui a une qualité hypnotique très particulière. Et très très bien dormi. D'ailleurs, Luc Scorecki disait que celui qui n'avait pas bien dormi devant un film n'était pas un bon cinéphile. Et ça, c'est Scorecki, son sens des parades. Voilà.
Mais c'est vrai que nous, on se posait pas la question de ce qu'il y avait à côté. C'est-à-dire que jamais on aurait discuté d'autre chose que du cinéma. Et d'ailleurs, maintenant, même avec Norbert, on a de la peine à discuter d'autre chose, même si moi je fais quasiment plus de films, mais d'autre chose que de cinéma. C'est-à-dire que ce qu'il y avait hors cinéma, la vie privée, des choses comme ça, bon, elle n'existait pas non plus beaucoup, mais en tout cas, elle était inexistante dans nos conversations. Et même, on n'aurait pas parlé de matière, je sais pas, j'aurais pas dit un mot de sociologie ou je sais pas quoi à Norbert. Voilà, enfin, t'es d'accord, ça? Hein, t'es d'accord? Mais moi qui travaille un peu à la Cinémathèque, je vois qu'ils ont des critères de plus en plus stricts, même encore plus stricts qu'au temps du Mont. S'ils ne vous donnent plus le Lindsay Anderson ou Nice Time, alors qu'ils ont la copie et tout, c'est vraiment maintenant le critère de la copie unique, il n'y a aucune exception, basta. Et ce qui est terrifiant, c'est de voir, parce qu'ils ont une équipe qui fait des rapports pour chaque film qui passe, ils disent on a 3 copies, ils se les visionnent un peu, et puis ils vous rendent des rapports, là c'est un peu rayé, là les couleurs ont un peu viré, et puis ils sont d'une exigence mais juste incroyable. Une copie qui est un petit peu virée, ils la fileraient plus maintenant, alors qu'elle va encore se dégrader si on n'y touche pas, donc autant la montrer encore une fois, je me dis, c'est inquiétant. Une copie unique elle sort plus parce qu'on risque de la rayer, elle risque de se perdre dans la poste, une bobine ou je sais pas quoi. Bon, moi honnêtement avec les films, il y en a j'étais prêt à aller jusqu'à Paris ou à Zurich à leur rencontre parce que je savais qu'ici en Suisse il n'y avait aucune copie, il n'y en aurait sans doute jamais, je pensais. Mais toi tu l'as fait d'ailleurs. Je l'ai fait. Pèlerinage comme ça. Ah ouais, toujours il y a eu genre. Donc il y a des copies que je suivais à la trace, je savais que c'était la seule existante, et puis là on la monte là-bas, peut-être que je vais retourner là-bas parce que ça va être la seule occasion, un truc comme ça. À l'époque, je pense que tu seras d'accord, c'est qu'il y avait l'idée, il n'y avait pas les DVD, il n'y avait pas Internet, il y avait les vidéos, et si vous vouliez voir un film de Nicolas Ray ou de Léo Maccaré, très rare, machin, enfin il y avait l'idée déjà, vous savez, il y avait, je crois c'est Godard qui a écrit un texte disant que Le Corbeau c'était le plus beau film au monde parce qu'on l'avait pas vu. De Borzage. Il y avait des films dont on rêvait de voir et donc c'était qui étaient beaucoup plus sur lesquels on avait lu, etc. Et donc on avait, enfin moi je rêvais de découvrir les films de Garel, de Nicolas Ray, etc. Mais vraiment j'étais d'accord d'aller voir des copies pourries au CAC et au Ciné Club Universitaire il y avait cette idée de montrer des choses qu'on ne voit nulle part. Plus on a toujours l'impression d'être les derniers, on a toujours l'impression d'être les derniers cinéphiles, que notre passion ne pourra plus être transmise et que ça va changer, etc. Il y a toujours cette illusion absolue. Là, on avait quand même l'impression, là, d'un coup, la dernière génération, effectivement, d'une certaine cinéphilie sur grand écran, etc. C'est impossible. Moi j'ai vécu ça comme une espèce de perte de temps magnifique peut-être, mais aussi, et puis l'envie de, Moi la perte de temps c'était sur les bancs de l'Uni, et le temps réel c'était le ciné-club, la critique, ce genre de choses. Moi j'ai fait études de sociologie. Et puis Norbert il a fait j'ai fait 3 ans en économie pour comprendre que ça m'intéressait absolument pas, et puis après j'ai fait de l'histoire, j'ai mis longtemps et puis de l'anglais et l'école de bibliothécaire, tout ça alors moi ça a correspondu à presque 10 ans d'études d'être au ciné-club. À travers le cinéma assez vite j'ai commencé à faire de la critique au Journal de Genève et finalement ça a été une continuité, donc ouais, je suis pas mécontent que ça se soit passé comme ça, je veux dire. Non mais Norbert est admirable, parce que c'est l'un des seuls qui a conservé une passion absolue, intacte par rapport à ça. Alors moi je me sens toujours, vous savez, comme les alcooliques repentis, mais qui sont toujours alcooliques. Moi j'ai l'impression d'être un peu un cinéphile repenti, mais au fond de moi toujours un cinéphile quoi. Mais pas guéri, jamais guéri, mais en sevrage disons. C'est comme actuellement un tout petit peu le sentiment quand on va avoir une exposition et on se dit ce tableau je le verrai plus jamais de ma vie en vrai parce qu'il est à New York ou je sais pas où. Ouais, il y a vraiment ce sentiment. Il y avait un peu ce sentiment là. Ouais. Moi les 2 cycles que j'ai cités, ça reste
des plus beaux souvenirs. Quand on porte un truc et qu'après 3 mois, on le voit enfin sur l'écran, on attend ces soirées, hein, je peux vous dire. Alors, Losey et Bolognini, moi, c'est des choses, il y en a beaucoup de ceux-là que j'ai jamais pu revoir après, hein, donc il reste gravé de ce moment-là, quoi, le plaisir intense qu'il y a à découvrir et réfléchir ça après, c'est unique, quoi.